Au cours des mois d'été de 1977, la NASA a lancé 2 engins spatiaux, Voyager 1 et 2, pour une grande tournée planétaire. Leur mission ? Étudier Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais ce n'était pas le plan initial. Ils devaient seulement se rendre sur Jupiter et Saturne pour examiner les 2 planètes, leurs lunes et leur environnement. Ce n'est qu'après le début de la mission que l'on s'est rendu compte qu'il était possible d'élargir la mission en programmant à distance les ordinateurs de bord. C'est ainsi qu'une extension de la mission a été décidée pour inclure les confins du système solaire. Les astronomes ont également remarqué que les planètes de notre système solaire s'approchèrent d'une disposition optimale, qui permettrait au vaisseau spatial d'utiliser l'assistance gravitationnelle, une fronde planétaire qui permet au vaisseau de prendre une partie de la vitesse orbitale de la planète qu'il survole. Ce type d'alignement se produit environ tous les 175 ans et s'est avéré crucial pour les missions voyageurs. Il leur a permis de parcourir des distances beaucoup plus grandes et à des vitesses beaucoup plus élevées, sans transporter autant de carburant, qui pouvait alors être utilisé pour transporter davantage d'instruments. Les 2 vaisseaux spatiaux voyageurs sont aujourd'hui les objets les plus éloignés que l'humanité ait jamais construits. Au cours de la première décennie du XXIe siècle, les 2 vaisseaux ont quitté le système solaire, parcourant des millions de kilomètres chaque jour. Même si les étoiles ne se sont pas alignées, les planètes, elles, se sont alignées. En chemin, elles ont envoyé certaines des images les plus époustouflantes de nos voisines planétaires. Parmi celles-ci figure la célèbre image du point bleu pâle, où la Terre est à peine un pixel face à l'éclat stellaire du Soleil. Ces images étaient les premières du genre, et imaginez qu'elles ont été prises à l'aide d'une technologie de caméra des années 70 est vraiment remarquable. Pour citer Rich Terrell de l'équipe scientifique chargée de l'imagerie pour les missions voyageurs, à l'époque, les plus gros ordinateurs du monde étaient comparables à ceux que nous avons dans notre poche aujourd'hui. Et je ne parle pas de votre téléphone, mais de votre porte-clés. Bien sûr, les photos ne sont pas les seuls cadeaux que Voyager nous a offerts. Elles étaient toutes 2 équipées d'instruments destinés à mesurer les rayons cosmiques, les ondes de plasma, les champs magnétiques et d'autres données de ce type. Plus de 40 ans après son lancement, la sonde Voyager nous parle encore aujourd'hui, dépassant le calendrier initial de la mission qui était de 5 ans seulement. Mais cette incroyable longévité a un coût. Les caméras qui ont capturé ces images étonnantes ont été éteintes, et moins de la moitié des instruments embarqués sont encore fonctionnels. Les instruments sont continuellement reprogrammés et gérés afin d'étendre leur performance autant que possible. Malgré tout, la NASA s'attend à ce que les communications radio cessent complètement d'ici la fin de l'année. D'ici là, les instruments ne parviendront plus à produire suffisamment de chaleur pour se réchauffer dans les conditions extrêmes de l'espace. Les machines seront trop froides et les signaux trop faibles, et tous les objets à bord cesseront lentement de fonctionner. Tous, sauf un. Les missions voyageurs étaient uniques par leur ambition et leur ampleur, mais des missions similaires avaient déjà eu lieu par le passé. En particulier, 2 vaisseaux spatiaux du programme Pioneer. Pioneer 10 et 11 ont été lancés dans les années précédant les missions voyageurs, pour effectuer des observations qui ouvriraient la voie aux missions voyageurs. Sur les 2 vaisseaux se trouvaient également 2 plaques anodisées en or, portant quelques dessins destinés à être lus par une civilisation spatiale. Carl Sagan, Frank Drake et Linda Salzman étaient responsables de la conception des plaques Pioneer. Au cours des dernières étapes de la préparation des missions voyageurs, ils ont été contactés une nouvelle fois, cette fois avec la perspective d'envoyer non pas de simples dessins, mais des messages plus élaborés qui tenteraient de raconter l'histoire de l'humanité. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation de disques phonographiques, la méthode d'encodage la plus avancée et la plus adaptée à la mission à l'époque, qui pèserait autant que les plaques Pioneer, mais qui permettrait d'inclure beaucoup plus d'informations. Aussi perfectionnés soient-ils, les disques phonographiques n'avaient qu'une durée de vie d'une 30aine de minutes. Représenter l'humanité était en soi une tâche ardue, mais le faire en seulement 30 minutes était carrément impossible. Comme pour tout ce qui concerne l'industrie de l'exploration spatiale, il fallait repousser les limites et trouver des solutions. En ajustant la vitesse de rotation du disque, ils ont pu augmenter la durée de fonctionnement à 90 minutes. Une fois le matériel mis au point, l'équipe a dû décider ce qu'elle souhaitait voir figurer sur le disque. Pour autant que nous le sachions, nous ne partageons pas de langues avec nos frères interstellaires, ni d'expériences de vie. Ce que nous partageons en revanche, ce sont les faits de la réalité, la physique, la chimie et les mathématiques. C'est d'ailleurs ce qui a guidé la rédaction des messages sur ces plaques au départ. Mais on peut se demander s'il s'agit bien d'un vaisseau qui pourrait atteindre une autre étoile, ou une planète, ou un extraterrestre. Même si cette chance est infime, est-ce tout ce que nous voulons leur dire? Est-ce tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur nous, ce que nous comprenons en mathématiques? L'équipe de la NASA n'est certainement pas de cet avis, et c'est ainsi qu'a commencé la création de musique, de langage et de photos pour créer la mixtape de l'humanité. L'objectif ? Saisir la condition humaine. À chaque étape de cette tâche gigantesque, l'équipe a essayé de faire en sorte que le contenu du disque soit aussi représentatif que possible de la population de la Terre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire.
Dans les années 70, la musique en dehors de votre propre groupe démographique était à peine accessible. Soit vous aviez des cassettes, soit vous écoutiez la chanson à la radio. Et c'est tout. Il n'y avait ni Spotify, ni Internet. Et quand on aimait ce qu'on entendait, il fallait aller chercher la copie physique. C'est ce que l'équipe a fait pour le disque d'or. La curation musicale était aussi particulièrement importante pour sa capacité à communiquer des sentiments. L'être humain ne se contente pas de percevoir et de penser. Nous sommes des êtres de sentiments. Cependant, notre vie émotionnelle est plus difficile à communiquer, en particulier à des êtres dont la biologie est très différente. Il semble que la musique ait été au moins une tentative crédible de transmettre les émotions humaines. Le disque contient de la musique de Bach et de Beethoven, choisie pour mettre en évidence les propriétés mathématiques de la musique, un phénomène potentiellement universel. Des artistes de la Chine ancienne, de la Bulgarie, de l'Azerbaïdjan, du Congo, du Pérou et de bien d'autres pays ont participé à l'enregistrement dans une tentative de rendre justice à la diversité de la musique mondiale. Mais les émotions humaines sont volatiles et imprévisibles. Dans le chaos de l'organisation de toute cette musique, de l'abondance du choix, des problèmes de droit d'auteur et de l'inaccessibilité, Anne Drian et Carl Sagan se sont rapprochés l'un de l'autre. Le 1er juin 1997, dans les derniers jours du processus de curation, Anne et Carl ont partagé un appel téléphonique à propos d'un morceau de musique chinoise qu'Anne venait de découvrir. À la fin de l'appel, Anne et Carl se sont avoués leurs sentiments et ont même fini par se demander en mariage. Le processus de conservation d'œuvres d'art profondes avait apparemment fait naître chez eux le sentiment d'amour. Dans les années qui ont suivi la rémission du voyage, ils se sont mariés et ont passé le reste de leur vie ensemble. Entre-temps, Anne a également réfléchi à un autre moyen de communiquer avec les extraterrestres. Elle se demandait si une civilisation suffisamment avancée pouvait décoder nos pensées en observant nos ondes cérébrales enregistrées sur un appareil EEG. L'idée a été soumise à Sagan, qui a alors choisi Drian elle-même comme personne dont les ondes cérébrales devaient être enregistrées. L'enregistrement a eu lieu le 3 juin 1970, quelques jours seulement après la demande en mariage d'Anne et de Carl. Alors que la plupart de son itinéraire mental consistait en des événements mondiaux, elle ne pouvait s'empêcher de penser à son nouvel amour pour Carl. Mes sentiments en tant que femme de 27 ans, follement tombée amoureuse, sont sur ce disque, dit-elle. Le disque contient également un essai audio qui commence par des sons de volcans, de tonnerre et d'autres phénomènes naturels, et se termine par des créations plus modernes telles que le décollage de la fusée Saturne V. Il s'agit de raconter chronologiquement l'histoire de notre civilisation uniquement par le son. Le disque contient également des messages de bienvenue provenant de 55 langues différentes, dont la célèbre phrase du propre fils de Carl Sagan, Nick. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Hello from the children of planet Earth. Les disques contenaient également 115 images codées sous forme analogique. Certaines de ces images sont de nature technique, décrivant des constantes et montrant l'échelle des choses. Mais beaucoup d'entre elles sont des images apparemment arbitraires. Personne ne sait ce qu'elles peuvent signifier, et c'est peut-être pour cela qu'elles sont importantes. Voyez-vous, un aspect essentiel de l'expérience humaine est notre capacité d'abstraction, de ressentir quelque chose dans une œuvre d'art ou une photo, et de trouver un sens là où il n'y en a apparemment pas. Cette photo, par exemple, d'une jeune fille dans un supermarché est une image très ordinaire à première vue. On la voit manger des fruits qu'elle a ramassés alors qu'elle se trouve encore dans les allées, sans doute sans les avoir encore payés. Une chose que l'on n'est pas censé faire. La photo finit par capturer la subtile espièglerie et la joie qui accompagnent ce genre d'action. En même temps, ces photos capturent l'intrigue de quelqu'un qui regarde une radiographie de sa main, la détermination à atteindre la ligne d'arrivée, et la concentration d'un professeur et de son disciple. Ces photos transmettent toutes ces choses, ou elles n'en transmettent aucune. C'est au spectateur de décider, mais c'est de cela qu'il s'agit vraiment, de fournir une voie d'exploration de la psyché humaine. Les multiples facettes du contenu des disques capturent certainement certains des plus beaux aspects de notre vie sur cette planète. Des expressions d'amour, des symphonies à couper le souffle, et j'en passe. Mais intentionnellement ou non, les disques capturent également certains aspects moins beaux, des aspects qui n'en sont pas moins humains. Par exemple, Sagan se souvient qu'en essayant d'obtenir l'autorisation d'inclure les salutations des délégués de l'ONU, il s'est rendu compte avec déception que presque tous étaient des hommes. L'équipe de production a également fait état de nombreux problèmes de licence lors de la collecte de la musique. On pourrait s'attendre à ce que l'opportunité d'envoyer sa chanson et de l'immortaliser par la même occasion soit la forme ultime de publicité pour un label, une évidence. Mais c'est loin d'être le cas. La NASA, quant à elle, a refusé d'inclure des images d'explosion, même si elles font partie de la vie de nombreuses personnes dans les pays déchirés par la guerre, de peur qu'elles ne soient perçues comme hostiles et offensantes. Carl et son équipe ont alors proposé d'inclure la photo d'un couple nu, qu'ils espéraient non offensante, et montrant un aspect essentiel de la vie humaine. La reproduction. La NASA a refusé par crainte d'une réaction négative du public et a opté pour une version silhouettée de l'image. L'histoire d'amour d'Anne et de Carl est certainement captivante, mais on sait moins qu'Anne était fiancée à Tim Ferriss à l'époque et que Carl était marié à Linda Salzman.
Au milieu de tout cela, certains avaient trouvé l'amour, d'autres l'avaient perdu. Rien dans les archives ne renvoie directement à ces événements, mais le fait que ces choses, si terrestres dans leur disposition, faisaient néanmoins partie d'un processus plus large, rend les disques d'or d'autant plus authentiques. Ces histoires sont destinées à vivre pendant des millénaires, tout comme les disques eux-mêmes. Le disque en cuivre plaqué or sera protégé par un couvercle en aluminium électroplaqué qui est censé le protéger pendant le prochain milliard d'années. Il s'agit d'une durée de vie pratiquement infinie. D'ici là, le soleil se sera dilaté au point que sa chaleur ne nourrira plus la vie sur Terre, mais la détruira. Le point bleu pâle aura été réduit à l'état de cendre calcinée. Mais 1 milliard d'années n'est, après tout, qu'1 milliard d'années. Les disques d'or périront eux aussi, tout comme ceux qui les ont fabriqués. J'aime ce concept parce qu'il met en évidence l'importance de la valeur sentimentale dans des activités par ailleurs techniques. L'immensité de l'espace signifie que la sonde voyageur n'est pas susceptible de rencontrer une autre planète d'ici 10 à 20 ans. Bien sûr, il pourrait être détecté avant cela par une entité technologiquement capable, mais même cela a des chances infinitésimales. Quel est donc le véritable objectif des disques d'or ? Revenant sur le projet, B.M. Oliver, reconnu comme un pionnier dans la recherche de la vie extraterrestre, a déclaré « Il n'y a qu'une chance infinitésimale que la plaque soit vue par un seul extraterrestre, mais elle le sera certainement par des milliards de terriens. » En fait, sa véritable fonction est donc d'attirer et de développer l'esprit humain, et de faire du contact avec une intelligence extraterrestre une attente bienvenue de l'humanité. En regardant les images du disque et celles prises par voyageurs, je me demande constamment ce qui aurait pu se passer si elles avaient été prises aujourd'hui. Nous pourrions disposer d'appareils photo de bien meilleure définition et d'une capacité de stockage nettement supérieure. Nous aurions pu envoyer tellement plus. Mais j'ai l'impression que nos limitations ont été bénéfiques. Il était peut-être bon que nous soyons limités à ces 90 minutes, à ces 115 images. L'impossibilité de dire tout ce que nous voulions signifie que nous devions être attentifs à chaque pixel, à chaque syllabe. Cela nous a obligés à dire certaines choses à haute voix et à en laisser d'autres sous silence, à notre manière très humaine. Les messages de voyageurs perdureront, même lorsque nous ne serons plus là. Pour que les disques d'or deviennent réalité, il a fallu mettre au point une nouvelle technologie. C'est une prouesse qui a nécessité l'aide de certains des scientifiques les plus intelligents du monde pour la mener à bien. Et à mesure que le monde avance, que nous continuons à progresser, nous aurons besoin de plus en plus de personnes pour donner vie à nos nouvelles idées.